Écho de la diaspora. Écho de la Maman, diaspora. maman, viens écouter un dimanche. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Maman, maman, viens écouter un dimanche. Écho de la diaspora. 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 Chers internautes, auditrices, auditeurs, Andy Moy et toute l'équipe d'Écho de la Diaspora est heureux de vous retrouver dans ce 3e numéro de l'émission Écho de la Diaspora consacré à un ouvrage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le tout en raison de l'auteur, de son message et de son style. L'auteur, ancien ministre, ancien maire de Brazzaville, actuel préfet de Brazzaville, le général Benoît Mundelengolo. Le message est celui d'un militaire qui réclame son droit de faire la politique aux grandes dames du mutisme qui est imposé au sein de l'armée. Celui d'un simple écrivain qui fait partager sa pensée à ses lecteurs, ou encore celui d'un intellectuel constatant la dérive dans la société, donne un avis politique. Et le tout dans un style qui bouscule les normes académiques, qui bouscule les traditions et dérange. L'ouvrage est intitulé « Fantasmons ensemble dans un snowprack ». Snowprack, c'est ce style, disais-je, qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques à entendre la définition de l'auteur. Ce style qui bouscule. Le général Benoît Mundelengolo, qui séjourne actuellement à Paris, s'est livré devant un auditoire composé des Africains de personnalités de diverses origines à un exercice de présentation de son livre dans le modeste cadre de la Maison d'Afrique. Écho de la Diaspora a eu le privilège d'être parmi les heureux invités. Aux grandes dames de ceux qui étaient venus, espérait-il entendre un discours politique, la réunion, malgré quelques remous, est restée axée sur sa nature littéraire. Et cela grâce à la ténacité de son modérateur qui n'était autre que le célèbre Gaston Kellman, auteur du best-seller « Je suis africain, mais je n'aime pas le manioc ». Nous nous abstenons ici de faire une présentation de ce livre, tant celle faite par Gaston Kellman est brillanticisme. Mais liberté jouissant, celle déclinée par l'auteur au lecteur, notre interprétation de ce livre après en avoir sucé la substantifique moelle qu'il est censé contenir, dirons-nous, un militaire faire de la politique, dans quel cadre? Les pères de la laïcité ont pensé à créer un espace neutre où le citoyen, libéré de ses convictions religieuses, pouvait jouir de ses droits civiques. Et de même, un espace politique neutre est nécessaire où le militaire détaché de ses fonctions militaires revient à la vie civile dans un souci d'égalité et peut ainsi intégrer un parti politique et faire ainsi de la politique. L'armée, c'est la grande muette, n'oublions pas. L'auteur écrit dans un snowprack qui bouscule les règles dans sa façon d'écrire. Veut-il aussi bousculer les règles, sortir de ce mutisme, rompre le silence du militaire, retrouver la parole et rejoindre le rang des intellectuels pour énoncer un jugement politique? L'intellectuel, oui, devenir un peu la conscience de tous, comme le disait Michel Foucault, pour donner des avis aux hommes politiques. Mais notre société, que dit-elle? Quelle norme a-t-elle choisi? L'égalité, quelle est sa place? Non, reste au militaire attaché à sa fonction. À qui il reste interdit de prendre le pouvoir par les armes? Le militaire, en tant que simple citoyen, de jouir de ses droits civiques, de voter et de faire la politique qu'ainsi. De tout ce que la bêtise humaine aura causé, des drames, des catastrophes, qu'avons-nous à retenir de fantasmons un instant dans un snowprack? L'auteur nous dit, cherchant à comprendre pourquoi ça,
et évitons ce qu'a provoqué ça, pour qu'on dise avec assurance plus jamais ça. Oui, mais comment? Ainsi, le notable Mwanzolo Pama, nous laissant ce libre arbitre, nous recommande de procéder au préalable à une interpellation personnelle, une introspection pour un meilleur lendemain. Pas sûr que la morale seule suffise, car le chef est celui qui possède le bâton et qui parfois nécessite de frapper afin de pousser les citoyens à se conformer au contrat social. Oui, dans cet exercice, afin de retrouver cette dignité, les Somo Anzoro. Et quand on se permet de rêver d'être un jour président, avec une telle probité morale décrite par l'auteur, ce président débarrassé de ses conseillers flatteurs, ce président contre le népotisme et prêt à rendre le témoin comme dans une course de relais pour une victoire d'ensemble, ne risquerait pas de se retrouver devant un tribunal tellement le programme se rapprochant de près de la perfection. L'auteur nous dit, toujours dans sa morale, il faut savoir éviter des équivoques, des affrontements déséquilibrés, des bagarres perdues d'avance. De tout ceci, on aura compris que l'auteur ne fera pas 27 ans d'emprisonnement au préalable et ne sera donc président. Et que cela, bien sûr, reste un fantasme. Maman, viens écouter un dimanche. La première page d'un texte est bien singulier, autant dans la forme que dans le fantasme. Tout me conseillait la prudence, mais en même temps, une forte curiosité me brûlait. Une invite au fantasme, énoncée sans embâche par un général des forces armées congolaises et qui plus est, ceinture noire de karaté 5e dan et spécialiste de taekwondo, je n'en menais pas large. Timeo Danaos et Dona Ferrentes. C'était écrié à juste titre le grand prêtre Laocoon à la vue du cheval de Troie que le rusé Ulysse offrait à son peuple, contre lequel le sien était pourtant en guerre. Je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux. En ce qui me concernait, alors, la crainte pouvait se décliner doublement. Devrais-je peindre l'écrivain congolais ou le général spécialiste en arts martiaux? Et puis, un fantasme passe encore. On peut en revenir juste avec quelques contusions. Mais dans un snowcrack, un fantasme, on sait ce que c'est, mais un snowcrack, quelle est cette chose? À quoi est-ce que je m'engageais si j'acceptais de suivre mon confrère dans son snowcrack? Je me voyais déjà dans quelque chose de glauque, de sombre. La seule incertitude résidant dans le fait de savoir si la chose était militaire, comme le claquement de la dernière syllabe, prac, 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 semblait, et vous savoir jusqu'à quelques minutes voyez, je pouvais pousser à penser, ou si elle était sensuelle, charnelle, comme le chuchotement de la syllabe le suggérait. Et si en fait, c'était les deux. Je craignais de m'embarquer dans ce qui pouvait être ce que Brel appelait le bordel ambulant d'une armée en campagne. Pour m'entendre dire au suivant. Par un écrivain et néanmoins général et ceinture noire 5e dan, dont je pensais, je ne l'avais pas encore rencontré, qu'il était indubitablement cynique, sadique, atrabilaire, bougon, grognon, gnang. Au suivant. Cette injonction qui avait traumatisé le personnage de Brel dans la chanson du même nom. Je vous le demande en toute humilité. Qui, parmi vous, accepterait d'aller fantasmer, même si on vous promet que c'est pour juste un instant, en plus un instant, c'est relatif, ça peut finir par être long. Quand on n'a pas voulu vous préciser si c'est un instant de 5 minutes ou de 5 heures. Qui irait à la légère fantasmer dans un snowcrack avec un général inconnu? Une seule chose me rassurait. Il faisait jour. J'étais barricadé chez moi. Le général était bien loin. J'avais mis tous mes anges gardiens en ordre de bataille. Je ne risquais donc rien en ouvrant mon invitation. C'est donc ce que je vis. Et cela commençait ainsi. Chère madame, cher monsieur, la formule de politesse est bien de celle que l'on trouve en tête des invitations.
Il n'y avait donc rien à redire. Le texte se poursuivait classique et non moins sibyllin. Je cite, voici 16 textes d'un travail intellectuel. 16 textes du travail de l'esprit. On peut les consommer en éclatant ou en pouffant de rire. D'entrée, le ton était donné. Et sur 180 pages allait se dérouler un texte tour à tour érudique et trivial, gai et triste, bougon et pognon, léger et profond, provocateur et cajoleur, intime et distant. Une gymnastique intellectuelle dont la performance l'était pantois et obligeait à une relecture. Mais le plus surprenant, dans ce cocktail de la pensée créatrice, c'était une autre création peu commune, la forme du texte. Maman, viens écouter un dimanche. Après plusieurs lectures et relectures, j'ai voulu rencontrer mon confrère. Il m'a accordé cette faveur, le courant est passé, il m'a proposé d'occuper la place que je tiens aujourd'hui devant vous. Je m'en suis senti honoré. Entre-temps, j'avais eu l'occasion de savoir que cette création, c'était le fameux Snowprack qui nous traumatisa au début de l'aventure. Entre-temps, j'avais appris que le Snowprack, ce n'est ni une stratégie de guerre, ni un Kamasutra négro-congolais matiné d'un zeste de zen et d'arts martiaux. J'avais compris que le Snowprack est, je cite, un style n'obéissant pas aux recommandations académiques classiques. Je répète, le Snowprack est un style n'obéissant pas aux recommandations académiques classiques. Des grands noms de la littérature ont commencé à se pencher sur cette invitation de l'écrivain, et un tour sur la toile m'a permis de mesurer l'intérêt et la curiosité que cette forme neuve d'écriture suscite. Écoutons ce qu'en dit Théophile Obenga, cet homme de grande renommée, dans la préface à un précédent livre de l'auteur intitulé Lettres ouvertes, livre tout aussi snowpracisé que les autres. Je cite, l'inclassabilité du genre littéraire et de l'écriture de Mundele Ngolo fait justement la réputation de notre confrère qui n'est ni versificateur, ni prosateur, ni dramaturge, ni essayiste, mais bien tout cela à la fois dans une écriture brisée, fragmentée, combinant à souhait des genres souvent distincts et séparés, suivant des critères des académismes de la critique universitaire. Théophile Obenga, préface de Lettres ouvertes ou Mea culpa, Mea maxima culpa de Benoît Mundele Ngolo des décisions Aymar Razali. Voici ce qui en est de la forme. Nous y reviendrons. Quant au fond de l'œuvre du général écrivain, celle qui est le prétexte, j'insiste sur ce mot, qui nous réunit aujourd'hui, sa 7e publication intitulée Fantasmons ensemble un instant, il écrit, ce sont 16 textes. Dès la dédicace, l'angoisse de l'écrivain transparaît. Il est évident que certains ne s'en apercevront pas, aveuglés par les mots dont ils ne comprendront pas la subliminalité. Quant à moi, je l'ai transaperçu en filigrane permanente dans toute cette œuvre et dans toutes celles que j'ai lues. Et le général nous dit, vu la persistance des faits à lui reprocher, vu l'opinion toujours controversée, l'auteur a voulu reprendre ici ce qu'il a déjà du reste plus d'une fois soutenu dans presque tous ses écrits. Fin de citation. Vous avez remarqué au passage que l'auteur se présente à la 3e personne. Ce n'est pas banal. Vous aurez surtout remarqué que l'auteur exprime son angoisse agacée, ou peut-être son agacement angoissé. On croit l'entendre dire « Je vous l'ai déjà dit, mais pourquoi donc ne voulez-vous pas comprendre ?» Populé Negi, puis Petit Tibi. Tous les prophètes ont hurlé leur agacement devant des peuples à la nuit grève. Alors, Benoît Mundele Ngolo commence à s'enlacer. Je vous l'ai déjà dit, répète-t-il encore et encore. Mais il y a d'autres choix, il n'a d'autre choix que de poursuivre la mission qu'il s'est donnée. S'il est écrivain, il a néanmoins de la peine à se de partir de sa cuirasse généraliste.
Et un général, ça aime l'ordre. Ça claque des ordres. Ça s'agace. Mais il est poète. Et comme tous les poètes, il est prophète. Il veut convaincre un peuple et se rend compte que les choses ne vont pas aussi vite qu'il aurait voulu. On découvre qu'il y a en cet homme du Sisyphe engagé dans une descente orphique. Il y a de ce narcisse que l'on trouve chez tout créateur. Il y a en cet homme du Prométhée engagé au salut du genre humain, même contre les dieux de l'Olympe, même au risque de sa vie. Cette quête sisyphique, orphique et prométhéienne a hanté le militaire, le grand commis de l'État, ancien ministre, comme Prométhée, dont les latins disaient Bene meruisse detenere manu, qu'il avait bien mérité la reconnaissance du genre humain. Le grand commis a été honoré par les siens. On peut rappeler au passage que son ardeur comme ministre des Travaux lui a valu que les ponts et les lieux portent son nom aujourd'hui au Congo. Il pouvait se contenter de cette reconnaissance qui le rapprochait de l'éternité, mais visiblement, ce qui satisfaisait le grand commis ne suffisait pas au bonheur du prophète. Quand on a lu le général et quand on l'a vu, ce que j'ai voulu faire après l'avoir lu, on se pose et on lui pose la seule question qui est du sens, et on se pose et on lui pose la question que ne se pose et que n'ose lui poser la classe politique et intellectuelle congolaise et africaine, car nul ne semble trouver grâce à ses yeux, du moins on le croit. La seule question que cet homme de culture, indubitablement féru de latin, connaît très bien, souvenir de ces versions latines tirées des Catilinaires, l'exorde commutatoire du maître Cicéron qui interpella Catilina au Sénat romain. Catilina, Paciencia Nostra. Cette question qu'aucune bouche congolaise n'osera lui poser parce que l'on connaît la réponse, parce que l'on sait qu'elle fusera en un nouvel épigramme de 150 à 200 pages et en cette langue iconoclaste de son invention qu'elle est synophracte, qu'elle fusera ravageuse, sibylline, moqueuse cette question. Jusqu'à quand, général, abusera de nos pensées. Ainsi d'aventure, touché par une inattendue, autant inespérée grâce, il répondait tout simplement avec ses airs. Je parle, et attaquant à leur base oppression et servitude, je rends possible pour la première fois possible la fraternité. Même là, personne ne l'entendra, personne ne le comprendra. L'homme est une anguille. Et une anguille qui n'est même pas sous roche. Une anguille dans la version anglaise du même adage, a nigger in a woodpile. Une anguille bien visible. Et pourtant, l'homme est plus césarien que catilinaire. Et l'ennemi auquel il s'attaque n'est point le peuple, mais simplement ses travers. Sa quête de fraternité est manifeste. L'homme est inattendamment, indubitablement, profondément, authentiquement humaniste. Un penseur latino-américain qui sait que dire la vérité à son peuple, même si d'autres s'en servent contre lui, ce n'est point lui nuire, c'est lui rendre service. Il ajoutait que le peuple avait besoin de gens qui acceptent la lourde tâche de lui dire la vérité. L'autocritique est un devoir essentiel du penseur. Tantae boliserat, romanam condirgentem. Cette autre citation latine de Virgile dans le délire sied plus que nul autre aux nations africaines, tant il est difficile de bâtir la nation romaine, tant il est encore plus difficile de bâtir les nations africaines quand on sait d'où viennent les nations de cette Afrique que Césaire voyait multiples et une, ainsi verticale dans sa tumultueuse péripétie, avec ses bourrelets et ses nodules, un peu à part mais à portée du ciel. Ce même Césaire qui faisait dire au roi Christophe, je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. Mondelengolo a passé toute sa vie en quête de démiurgie. Esthète, il a voulu être excellent, innovateur en tout ce qu'il a entrepris. Le militaire et le commis de l'État a été excellent. Mais l'homme ne pouvait se satisfaire de la démiurgie éphémère de la matière. Construire des ponts, électriser des villages, urbaniser des campagnes comme il l'a fait, c'est à la portée des hommes. Et il se dit avec Urias dans la pièce d'Horace de Pierre de Corneille,
1000 déjà l'ont fait, 1000 pourraient le faire. Il lui fallait la démiurgie de l'esprit. À partir de cet instant, vous l'aurez compris, je laisse les analyses littéraires, stylistiques et autres aux autres. Les étudiants de première année en littérature en sont fort capables. À la démiurgie du général, pour la démiurgie de mon confrère, j'engage la mienne. Benoît Mondelengolo veut tutoyer les dieux. Je m'engage à l'accompagner dans cette quête et je vous demande qui est cet homme. Mais je dirais surtout, Etienne Homo. Voici l'homme. Voici quels sont les vrais défis qu'il s'est soumis, qu'il s'est donné. Voici comme il s'inscrit dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique a longtemps fantasmé dans un rêve qui se voulait panafricain. Mais comment peut-on construire une entité supranationale quand les nations n'existent pas encore? En effet, qui peut me dire aujourd'hui que le Rwanda, le Soudan, la Côte d'Ivoire sont des nations alors qu'elles peinent à sortir de la logique tribale? L'Europe a voqué longtemps dans cette logique quand les régions jouaient à saute frontière, un jour espagnole, le lendemain portugaise, un jour italienne, le lendemain ou allemande, le lendemain française. Ensuite, mais bien longtemps après, l'Europe est sortie de l'ère tribale. Elle a passé 5 siècles à consolider les nations. Ces nations, une fois devenues fortes, n'avaient qu'un objectif, se renforcer et détruire les voisins. Maman, viens écouter un dimanche. Les Anglais attaquaient la France. Napoléon semait la barbarie à travers l'Europe et d'un sang impur abrévait les sillons français. L'Allemagne hitlérienne repoussera les frontières de l'imaginable. C'est à la suite de ces pérégrinations tumultueuses et meurtrières que l'Europe a entamé sa construction. Comment pouvions-nous fantasmer au point de penser qu'au lendemain des indépendances, les nations qui n'étaient en fait que des conglomérats hétéroclites de tribus plus ou moins antagonistes allaient réussir la construction des États-Unis d'Afrique? L'Afrique avait cru pouvoir sauter une étape. Les Africains hier se connaissaient à peine. Ils avaient et ils ont encore aujourd'hui pour seule vraie ligne cathédrale les legs de colonialisme. En effet, ce qui relie le Cameroun au Sénégal, le Congo au Niger, ce n'est pas un ancêtre commun. C'est un commun colon avec la langue et le franc CFA qu'il a laissé. Ce qui unit les nations africaines, ce n'est pas un ancêtre commun, mais c'est l'appartenance à une histoire récente commune, écrite par d'autres. C'est d'avoir été même s'ils pensaient congolais, des tirailleurs sénégalais de la même armée, non pour le salut des uns et des autres, mais pour le salut de la même patrie. C'est pour cela que, si vous me le permettez, je me citerai à travers l'un de mes livres intitulé Les hirondelles du printemps africain, dont voici la première phrase. L'Afrique n'existe pas, et c'est pour cela que je crois en elle. L'étape que l'Afrique a voulu brûler, c'est celle de la renaissance. Car tout peuple en construction doit d'abord renaître de son passé pour faire face à l'avenir, à son nouveau destin. Et c'est cette belle étape que le Snowprack va revisiter à la suite de la négritude. La Renaissance, je la définis comme l'étape où un groupe, se basant sur des passés divers, décide de construire un commun destin. L'Europe a commencé sa renaissance au XVe siècle, avec la circulation des arts et des lettres, de la musique, de l'architecture, et avec des conquêtes au-delà des mers. Il y a eu la renaissance de Harlem. Des Noirs venus des différents pays africains, mais avec une histoire commune de servitude, décident de se construire un destin. Ils inventent une musique commune, un art culinaire, une littérature, un style de vie. C'est cela que l'on nomme la Renaissance de Harlem. Les Antillais ont eux aussi construit leur Renaissance en ajoutant aux fondements qui ont servi aux Noirs américains une langue commune. Dans le champ de la négritude francophone, les choses se sont mises en place.
Un beau jour, 3 étudiants noirs de Paris décident, dans les années 30, de commencer la renaissance intellectuelle de l'Afrique. Alors que leur pays était régi par la seule volonté coloniale qui décidait de leur mode de vie, l'indigénat, de leur destin et même des guerres qu'ils devaient mener, ces 3 étudiants ont décidé d'écrire en littérature leur destin. Ils ont appelé cette étape de la Renaissance la négritude, ou la communauté culturelle des peuples noirs. Il s'agit de Césaire le Martiniquais, Senghor le Sénégalais et Dama le Guyanais. L'instant était solennel, sublime, messianique. Pour la première fois, la négrité construisait son propre destin. La vieille négritude, lentement, progressivement, se cadavérisait pour parodier Césaire. Un nouvel arbre était planté. La Renaissance africaine se mettait en place. Elle se fera aussi en musique. Je rends ici hommage à Manu Dibango qui en a été le plus grand ambassadeur. Elle se réalise dans les arts avec des talents tels que Ousmane Sow. Le cinéma plein balle sur des pistes encore chaotiques, mais tout est désormais en place. Puis Damas s'en est allé, puis Senghor s'en est allé, et Césaire aussi. Comme les enfants de la fable de La Fontaine, le laboureur de ses enfants, le père était mort. Les fils vous retournent le champ, mais il n'y avait point d'argent de caché. Depuis la mort des pères de la négritude, depuis les années 30 où naquit la négritude, qu'avons-nous inventé de nouveau? Certes, les œuvres sont écrites. Mais quelle nouvelle école avons-nous créée? Un blanc, M. Chevrier, un beau jour, a pondu un ersatz qu'il a nommé la négritude. École des écrivains noirs, issus de la migration. Les écrivains noirs ont applaudi. Il leur a concocté un Parisien rempli de littérature africaine. Les Africains se sont pâmés. Il s'est proclamé roi de la littérature nègre. Les Africains se sont assoupis d'aise. Pauvre père de la négritude, sérieux mort sans héritier. Puis un jour, un homme s'est levé pour relever le défi. Depuis 30 ans, il brode la littérature, il arrête, il carène, il avance, il recule, il danse la valse, la rumba, mais il marche, il avance. Il pond un style, il lui donne un nom slopra, il manifeste sa reconnaissance au père, il laisse un legs aux générations futures, tout en suivant les pas des pères de la négritude, il innove. Il va de l'avant. Il sort d'une perspective colorielle raciale noire, qui était celle des pères. Il en sort, puisque depuis le temps, nous autres littératures savons désormais que nous ne pouvons pas nous enfermer dans une dimension colorielle, celle qui s'imposait en 1930 parce qu'elle était déjà révolutionnaire. Son art ne sera point nègre et puisant à la source des courants multiples, autant dans la versification des types stances que dans la maxime, le psaume ou la proverbe biblique, il propose à l'humanité une contribution sienne et accessoirement nègre au progrès de la littérature. C'est en cela que Benoît, Mondélé, Ngolo méritent notre respect. C'est en cela que le général, le grand commis, tutoie l'éternité. C'est en cela qu'il mérite un destin de type Prométhée. Et c'est en cela que j'ai voulu lui rendre hommage. La postérité fera ce qu'elle voudra de cette invention. Mais je gage qu'un jour très prochain, le plus proche qu'on ne le pense, des hordes ébaudies d'étudiants se pencheront sur cette création universitaire du Congo et du monde. Aujourd'hui, on vous a donné du travail, soyez-en dignes. Le poète est semblable au prince guerrier qui entre la tempête serrée de l'archi. Exilé sur la terre au milieu des nuits, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Telle est la définition baudelairienne du littérateur. On le trouve dans le poème intitulé L'Albatros, dont il dit que c'est un vaste oiseau de mer qui suit, indolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Le poète se rit de l'archer. Mais exilé sur la terre au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêcheront de marcher. Là aussi, Mondélé Ngolo détourne les lois de la nature et vous défie de l'empêcher d'évoluer. Certes, comme tous les génies, l'homme est souvent incompris.
comme tous les prophètes, l'homme est un écorché vif, mais comme les uns et les autres, quelles que soient les cuirasses que revêt ce soldat, quels que soient les oripeaux avec lesquels on essayerait de les travestir, l'homme n'est que générosité, et cette générosité sienne, litanique à travers son œuvre, entièrement dédiée au bien de l'humanité et de son pays. C'est cette subliminalité que je vous invite à découvrir. C'est cette subliminalité que je crois avoir découvert. C'est cette subliminalité du sens, mais aussi de la création dans le cadre de l'Afrique de naissance que j'ai choisi en prenant pour prétexte, je vous l'avais dit, le livre qui est proposé à votre analyse aujourd'hui. Devant tant de pertinence, je ne pouvais pas me contenter d'une lecture immédiate de l'œuvre de mon confrère. Je ne pouvais me contenter d'une note de lecture classique, d'une banale analyse littéraire. Je laisse cet exercice aux nombreux étudiants et chercheurs qui se pencheront sur cette œuvre. J'avais le devoir de faire mieux pour mériter l'honneur que mon confrère m'a apporté en me permettant d'être ici, aujourd'hui, à cette place tant convoitée. Et l'on découvre que Césaire, oui, Aimé Césaire, avait lui-même parlé de Mundele Ngolo quand il prêtait serment à Lumumba dans sa pièce de théâtre Une saison au Congo. Il écrivait alors: dussé-je vous décevoir, je ne suis pas Simon Kibungu, celui-là voulait vous rendre la force, notre Ngolo congolais. Ngolo. Ngolo, vous avez dit Ngolo. La force. Et cette force, à quoi était associée votre problème? J'ai pris la peine de me renseigner. J'ai demandé si c'était son vrai nom ou son nom de plume. Et notre général iconoclaste n'a rien trouvé de mieux. Oh, onomastique prémonitoire que de se faire nommer par ses parents Mundele le Blanc, et pas un simple Mundele Yakwanga, mais un vrai, un pur, un Ngolo, la force. Le général défierait-il le Blanc? Ce symbole contemporain de la force, oui, c'est bien cela. Et c'est l'exacte mission de la Renaissance, récupérer la place qui avait été prise par quelqu'un d'autre. Renaître. Avec ce qui suit, le doute n'est plus possible. L'homme avait un destin. Son prénom le confirme. Peut-être savez-vous aussi que Benoît est un prénom dérivé du latin Benedictus, qui veut dire béni. Mundele, Ngolo, béni en congolais, excusez-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'après, savez-vous aussi qu'après les gens, tout à fait logique puisque c'était le disciple préféré du Christ, ce sont inattendument les Béninois qui ont eu le plus grand nombre de papes, cette plus haute autorité de l'Église. 23 pour les premiers, les gens, et 16 pour les seconds. Que l'on dit Benoît, homme de caractère, autoritaire, entièrement au service de son goût démesuré pour la perfection. Et dites-moi encore que le hasard existe. Non, disait Einstein, le hasard n'existe pas. C'est la forme que Dieu prend pour passer incognito. Je vous remercie. Écho de la diaspora, écho de la Maman, diaspora, maman, viens écouter un dimanche. Écho de la diaspora. écho de la diaspora, écho de la diaspora, Maman, maman, viens écouter un écho de la dimanche. diaspora. Écoute. Ben, je vous remercie pour votre patience de m'avoir permis de fantasmer sur le snowflake, pas avec le snowflake. Moi je me suis permis de fantasmer tout juste à côté du snowflake. Maintenant le maître lui-même va nous présenter son œuvre de manière transversale pour que nous tous nous ayons déjà son point de vue et surtout que nous ayons, pour ceux qui n'auraient pas lu, une connaissance un peu plus exhaustive du thème de... Mesdames, Messieurs, avec une muse parlant grec et latin, mon confrère écrivain, mais aussi mon cadet en âge, M. Kelman,
a excellemment présenté mon ouvrage en général, mon dernier livre intitulé Fantasmons ensemble un instant dans un naufrage en particulier. Que me reste-t-il à faire? Comme il est dit qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, je vais avec votre permission, avec mes mots, essayer de vous présenter avec mon timbre de la voix, en exprimant mes tripes, pour essayer de vous mettre dans l'état d'esprit dans lequel je me suis retrouvé en écrivant. Cela n'enlève évidemment pas votre propre sensibilité pour lire mon livre avec votre propre vision des choses. Mesdames, Messieurs, après une intervention si éloquente, il faut beaucoup de prouesses pour égaler et ne pas avoir trop de prétention pour dépasser une telle éloquence, mesdames, messieurs. Quand j'ai été consulté par un certain nombre d'entre vous ici présents pour présenter mon 7e livre que voici, dans cette salle historique de la Maison de l'Afrique, je me suis dit que je le ferai sans me départir de mon style. Ce faisant, vous serez certainement désagréablement surpris, peut-être très agacé, voire offusqué et même ennuyé. Car sortant ou refusant de suivre les sentiers habituellement battus, je vais tout simplement rester constant. Je vais rester conséquent égal à moi-même en utilisant ma méthode controversée pour vous présenter ce livre tout en vous priant de ne pas trop m'en tenir rigueur, mais plutôt veuillez s'il vous plaît fantasmer avec moi un instant dans un véhicule qui est un moyen de communication qui me caractérise et qui me permet de m'exprimer dans la littérature. Je le nomme Snowprack, c'est-à-dire un style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. Mesdames, Messieurs, en parlant des cadeaux, je dis ceci. L'emballage a beau être joli, lorsque j'en reçois, je me précipite toujours à détruire ce dernier pour découvrir au plus vite la valeur et la qualité du cadeau. Il en est de même quand je suis en présence d'un livre, car je m'intéresse en effet ou je m'attarde beaucoup plus au fond des questions traitées dans un ouvrage qu'à la forme choisie pour émettre par écrit les idées. Autrement dit, où les messages que véhiculent les livres retiennent beaucoup plus mon attention que le style utilisé pour transmettre ceux-ci. Cela dit, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous partager ce que j'ai ressenti confusément lorsque j'ai été sollicité pour représenter ce livre. En effet, je dois vous avouer que j'ai quelque peu été perturbé, quelque peu été bousculé par une angoisse indicible, une vague appréhension, une certaine inquiétude. Ce qui m'a amené, je ne sais pas pourquoi, à m'intéresser aux 6 mots suivants. Fantasme, fantasmer, fantaisiste, fantastique, fantaisie et foutaise. Pour sortir de ce malaise, je me suis mis à consulter un dictionnaire français afin d'avoir le cœur net. Après avoir été édifié sur les explications de ces mots, y compris sur les nuances possibles qui en découlent, j'ai retenu ce qui suit. Tous ces 6 mots tournent autour d'un seul, à savoir fantaisie. Mais je dois aussi avouer qu'en m'intéressant à ces 6 mots, j'ai constamment entendu chuchoter à mes oreilles les mots suivants. Fabuleux, formidable, merveilleux, irréel, surnaturel, extravagant, extraordinaire, époustouflant, sensationnel. Et comme dans tous ces mots, il y a aussi, paraît-il, un peu du vrai. Comme il y a aussi un peu du sérieux, semble-t-il. Essayons de le vérifier, essayons de le découvrir ou de le démontrer en fantasmant ensemble un instant dans mon Snowprack. Mesdames, Messieurs, ce livre contient 16 textes et je m'en vais vous les décortiquer l'un après l'autre
si vous me le permettez. Ainsi, dans le premier texte, l'auteur que je suis recommande d'adopter une attitude appropriée, une attitude de relax qui convient en lisant le livre, car celui-ci peut soit fâcher, soit faire rire, soit encore faire rire et fâcher à la fois pendant ou après la lecture. Dans tous les cas, il vaut mieux tout simplement en rire, car au dire des spécialistes en la matière qui le professent avec l'autorité requise, le rire soulage et détend l'organisme humain tout en lui faisant beaucoup de bien à l'occasion. Alors que la colère, elle, cousine germaine, voire petite sœur de la folie, elle développe plusieurs catécholamines, dont l'acide chlorhydrique et l'adrénaline, qui sont des substances très nuisibles, des toxines dangereuses, des poisons pernicieux, capables de mettre les nerfs à rude épreuve et l'ensemble du corps mal en point. En effet, les connaisseurs en la matière affirment: le rire guérit, la colère rend malade. Est-ce du fantasme? Est-ce du vrai? Est-ce du sérieux ou de la foutaise? Autant de lecteurs, autant de réponses. Dans le deuxième texte, qui est l'avant-propos du livre, je reviens sur deux sujets récurrents, traités du reste dans mes écrits antérieurs, notamment dans Piment sucré sous les tropiques et dans Sauce piquante et service chaude, deux livres qui sont actuellement regroupés dans un seul intitulé du coq à l'âne. Le premier sujet est la question suivante. Doit-on, oui ou non, défendre aux militaires de faire la politique? À cette question, je réponds non, pour les raisons suivantes. À partir du moment où on demande aux militaires d'aller voter, en sachant que le vote est l'acte politique par excellence, à travers lequel le citoyen, civil ou militaire, exprime son opinion ou sa préférence politique. Demander aux militaires d'accomplir cet acte hautement politique, tout en lui demandant de ne pas faire la politique, paraît à mes yeux contradictoire, voire absurde, sinon pour le moins, c'est une attitude incompréhensible. En effet, pour l'auteur du livre et de ce texte, tous les citoyens doivent pleinement et activement participer à la vie politique dans leur pays, en approuvant ou en désapprouvant l'action des hommes politiques, tout en reconnaissant que ceux-ci n'ont absolument pas le monopole de la connaissance politique ni celui de la meilleure gestion des affaires d'un État ou d'une nation, loin s'en faut. Dans tous les cas, comme cela arrive souvent, on l'a plusieurs fois déjà vu et vécu, les militaires sont de temps en temps appelés à venir faire face à des situations politiques catastrophiques récurrentes, provoquées par des hommes politiques. Alors, pour qu'ils soient à même de juguler les dites situations en connaissance de cause, faire la politique devient pour les militaires une obligation, voire un devoir citoyen. Par ailleurs, quand on demande aux militaires de se cantonner sagement dans leur camp sans faire la politique, on ne devrait pas les faire sortir et de leur camp et de leur pays, poitrine cuirassée bardée de gilets pare-balles, tête engoncée dans des casques qui pèsent lourd, grosses bottes en cuir aux pieds, grenades offensives et défensives accrochées aux anneaux de gros ceinturons qui entourent les reins solidement, crâne souvent rasé ou boule à zéro comme on le dit justement dans le jargon militaire, grosses lunettes noires cachant des yeux de mercenaires, barbe hirsute ou abondante, pour aller ainsi vautrer dans un accoutrement insolite et inédit, faire la politique dans des pays étrangers. Ce point de vue est également soutenu par l'auteur en faveur des hommes d'église, puisque des prélats, des prêtres et autres serviteurs de Dieu sont souvent appelés à présider des conférences nationales lorsque, après des échecs notoires des politiciens ou de l'ensemble de la classe politique d'un pays, celui-ci se retrouve dans des difficultés inextricables. Nonobstant ce qui vient d'être dit, l'auteur ne souscrit pas à l'idée suivant laquelle les militaires et les hommes d'église, quand ils sont encore soit en kaki,
parler de galon sous le drapeau, soit arnaqués d'un signe de Dieu de la tête aux pieds, peuvent adhérer à des formations ou à des partis politiques. Ils peuvent par contre en créer ou en fonder, comme ils peuvent adhérer à ceux qui existent quand ils se sont libérés de leur oripeau. Dans tous les cas, s'il est défendu aux militaires de faire des coups d'État pour prendre le pouvoir, il devrait mêmement être interdit aux civils d'armer les citoyens ou de bourrer les urnes pour prendre et exercer le pouvoir politique. Dans l'un ou l'autre cas, le pouvoir politique serait un pouvoir mal acquis. Il n'est pas juste de faire d'un poids deux mesures dans la vie des hommes. Mesdames, Messieurs, cela ne s'entend pas parce que c'est dit par un militaire. Cela ne s'entend pas parce que ça ressort cela s'entend parce que ça ressort du bon sens. Et comme l'avait dit l'autre en son temps, nous le savons tous, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Quant au deuxième sujet sur lequel l'auteur revient dans ce chapitre du livre qui est en honneur aujourd'hui, il s'agit de mon style particulier qui, paraît-il, bouscule les us et coutumes, les règles de l'art et de la science littéraire, ce style qui, semble-t-il, détruit les canons esthétiques classiques habituels, tout en revendiquant ma marginalité dont je suis fier, ou mon atypisme sur la question qui est une question de forme et non une question de fond. J'assume ma préférence de ne pas suivre les sentiers battus. J'assume mon originalité dans la littérature. En renvoyant le sujet aux spécialistes et autres sachant la matière pour trancher, j'ai donné à mon style le nom provisoire suivant, style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques en abrégé, SNOPRAC. Est-ce du fantasme? Est-ce du sérieux ou est-ce de la foutaise et de la connerie? Je m'en vais, je n'en sais rien. Mais je l'assume en sachant que beaucoup me comprennent quand ils me font l'honneur de me lire quelquefois. C'est ainsi que je les remercie, car me faire comprendre ou décrypter les messages que mes ouvrages semblent contenir est le seul but que je poursuis. C'est pourquoi je suis ravi lorsque les débats s'instaurent à ce niveau après lecture. En ce qui concerne le troisième texte de ce livre, il s'agit de quelques 13 pensées philosophiques, quelques 13 pensées spirituelles, quelques 13 préceptes moraux qui valent ce qu'ils valent, à savoir rien du tout. Oui, ils ne valent rien du tout, car pour ceux qui, et ils sont nombreux, basent leur vie sur d'autres principes, ce sont des sornettes. Mais pourquoi ce chiffre impair, le chiffre 13, qui est un chiffre maléfique, pourrait-on se demander, surtout quand on est superstitieux? Pour être à l'aise, pour être sans frisson, il suffit de positiver la chose en additionnant 1 plus 3, car nous aurons 4. 4 comme 4 évangélistes qui ont professé de bonnes nouvelles, des nouvelles d'amour et de charité. Est-ce du fantasme? Est-ce du sérieux? Est-ce du vrai? Je me le demande à moi-même, sans vous donner ma réponse, en sachant que chacun de nous ici présent a sa réponse qui lui convient, j'en suis sûr. Le quatrième texte est, comme son titre l'indique, la complète d'un citoyen sinistré. Après l'explosion des munitions de guerre ce dimanche 4 mars 2012, au quartier Pila, dans une caserne militaire de Brazzaville, l'auteur prête sa plume à un citoyen qui, après avoir abondamment maudit tous ceux qui ont abondamment profité de la situation ainsi créée pour se faire du sou, rien que du sou, sur son dos et sur celui d'autres citoyens qui étaient, comme lui, victimes de ce drame, le dit citoyen, disais-je, qui est un croyant pratiquant, se retourne vers Dieu pour comprendre. En réponse, son Dieu lui demande de méditer sur ce qui est arrivé sans maudire qui que ce soit. Ce texte se termine par ce qui suit. Lorsqu'on sait que les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets, il faut obstinément chercher à découvrir pourquoi il y a eu ça, afin qu'en évitant de reproduire à l'avenir les causes qui ont provoqué ça, on peut dire avec beaucoup d'assurance, plus jamais ça. Je ne fais pas de commentaires sur ce texte.
Le 5e texte de ce livre est une communication d'un notable d'une des tribus du Congo, la tribu Mboshi, qui invite les habitants de son terroir à une explication, à une autocritique qui, une fois bien faite, pourra leur permettre de baliser le futur avec des jalons nouveaux pour aller de l'avant, toujours de l'avant, afin que le présent soit meilleur au passé, le futur meilleur au présent. Le notable incite les habitants de son terroir à aiguillonner leurs efforts et leur détermination afin d'atteindre l'idéal de perfection, l'idéal d'excellence qui se sont fixés dans la vie en se référant aux valeurs cardinales que défendaient leurs aïeux, des valeurs comme l'honneur et la dignité qui étaient jadis des principes de vie de leurs ancêtres. C'est comme qui dirait, il leur demande de bâtir constamment des temples à la vertu tout en creusant sans relâche des tombes au vice. Le 6e texte est l'expression conjuguée de deux amours, l'amour filial et l'amour maternel qui s'expriment à travers un dialogue permanent entre un orphelin et sa mère qu'il a perdu très tôt le jour où il est venu au monde. À vous ici, mesdames, messieurs, l'auteur que je suis de ce texte et de ce livre révèle ceci. En lisant un jour le manuscrit de ce texte dans mon bureau, devant 4 femmes, 3 avaient versé et essuyé des larmes à la fin de la lecture. Alors qu'après l'avoir lu, un autre jour devant 5 hommes, aucun d'eux n'avait essuyé des larmes, ni pendant, ni après la lecture, pas même discrètement, je vous assure. Je ne dis pas pour influencer l'auditoire, je ne dis pas pour susciter ni étouffer des larmes de crocodile, car s'il y a dans la salle 3 hommes qui veulent en verser, ils peuvent le faire sans problème après lecture, ici ou ailleurs, puisqu'ils vont, dans un souci de parité et de justice, remédier à ce que leur colère n'avait pas fait ce jour-là dans mon bureau. Le 7e texte de ce livre est carrément du fantasme. C'est de la fantaisie, de la rêverie et de la fiction de celui qui l'a écrit. En résumé, c'est le fruit d'une imagination très fertile de l'auteur de ce livre et de ce texte. Malgré cela ou pour cela, il peut faire l'objet d'opinions controversées, cela se comprend. Des opinions qui s'entrechoqueront entre la réalité, le fantasme, la fantaisie, la rêverie, la fiction, l'imagination très fertile de l'auteur et le fantasme, la réalité qui trotte dans la tête du lecteur. C'est ainsi que ma petite fille et mon petit-fils, qui ont respectivement 7 et 8 ans, lorsqu'ils m'avaient décortiqué un jour ce qu'ils mijotaient ou proposaient faire quand ils seront des présidents de République, en les écoutant et en ramenant leurs projets aux miens, j'avais constaté que tous nos fantasmes, à nous 3, sur le même sujet étaient très différents les uns des autres. On peut donc fantasmer comme on veut, sur le même sujet, sans imputer ces fantasmes à ceux des autres fantaisistes, qui, comme moi, ont déjà fantasmé dans la vie, et continueront à fantasmer avant de mourir, y compris en fantasmant sur Dieu, sans problème, à travers la méprise d'un froussard, qui est le 8e texte de ce livre. L'auteur conseille vivement d'avoir de la sagesse, de la prudence et même un peu de discernement, afin de se conserver et de se protéger contre les dangers dont la vie est parsemée. À la strophe 12, par exemple, l'auteur recommande de passer pour un ridicule suite à une méprise qui vous permet de faire un peu de sport en courant, plutôt que de se faire bastonner ou de se faire mordre, soit par un colosse, soit par un molosse, parce que, à cause d'une inconscience notoire, voire d'une bravade insensée, on veut cacher une trouille évidente par témérité ou par orgueil, en prenant des risques dangereux et inutiles pour rien. Mais, peut-on donner des conseils à des personnes qui ne veulent pas entendre ou à des personnes qui ne veulent entendre que leur ego? Paraphrasant Socrate, je réponds, je n'en sais rien. Les préjugés, plus que tenaces, est le 9e texte de ce livre. Encore une fois de plus, l'auteur donne des conseils. Ainsi, d'entrée de jeu, à la première strophe, il écrit: si vous êtes une victime innocente, si vous êtes sujet à des préjugés négatifs très tenaces, ne faites absolument rien
pour démontrer le contraire de ce que l'opinion publique, à tort ou à raison, pense de vous. Il convient de rappeler que le sujet a déjà été traité par l'auteur dans Lettres ouvertes ou Mea Maxima Culpa, notamment à travers le texte intitulé La rumeur, de la page 23 à la page 32, où il est écrit ce qui suit en conclusion. L'antidote de la rumeur n'est pas la contre-rumeur, l'antidote de la rumeur est plutôt le mépris. Les histoires de ma grand-mère constituent le 10e texte de la Belle qui aujourd'hui nous rassemble dans cette salle historique de la Maison de l'Afrique. Il s'agit de 2 contes dans lesquels il est question de 2 paysannes avec leur bébé, d'une loutre, des travaux champêtres et d'un gros serpent appelé le boa. Comme tous les contes, ceux-ci sont des fantasmes, des idées imaginaires, des affabulations, des récits inventés qui génèrent cependant des enseignements voilés, sinon cachés, qu'on est appelé à découvrir tout seul pour en faire son profit. Comme la grand-mère qui s'amuse intérieurement en s'obstinant dans son silence face aux questions des enfants qui s'exaspèrent et s'offusquent, s'ils ne veulent pas faire l'effort de réflexion qui convient pour trouver par eux-mêmes les leçons de ces 2 contes, l'auteur ne tire pas de conclusion, lui non plus, à la fin des 2 récits, afin d'aiguillonner la réflexion du lecteur quand celui-ci lira le 10e texte de son 7e livre que voici. Dans le 11e texte, on est invité à prendre part à un jeu en jonglant avec 5 mots suivants. Personne, rien, tout, assez, zéro. La première strophe fournit un exemple patent, tenez. Quitte à avoir 0 à la fin. Pendant qu'on a déjà assez, personne ne laisse rien passer pour avoir tout en sa possession, en se disant que cela ne fait rien puisque qui ne risque rien à rien. En lisant tout le texte, on se surprend en train de fantasmer avec 5 mots, strophe après strophe, et on découvre chaque fois quelques vérités. Lisez, vous le constaterez, vous serez édifié, je vous assure. Comme ce n'est pas exhaustif, exercez-vous, vous verrez, c'est fantastique, n'en doutez pas. Le 12e texte de ce livre est un entretien entre un homme et son neveu. Ce texte dévoile des différences fondamentales d'idéaux et de principes de vie entre des générations, voire entre des civilisations. Pour vivre en harmonie dans la société actuelle, semble enseigner ce texte. Il faut comprendre sans chercher à trop réfléchir et ne pas trop réfléchir pour comprendre. C'est une devise qui vaut ce que valent toutes les devises, certes, mais évitons quand même de créer un cercle infernal, un cercle vicieux formé par la succession alternée de la lucidité et de la perte de la raison, car à la longue, cela pourra conduire à la folie pure. Est-ce du fantasme? Est-ce du vrai? Est-ce du sérieux? Celui qui répondra dans un sens comme dans l'autre pourra s'attendre à se faire contredire dans un sens comme dans l'autre. Le 13e texte est la réponse d'une dame à une autre dame qui avait écrit une lettre incendiaire à la première dame. Les 2 dames ayant été dans la vie des amis intimes, elles se partageaient les confidences, cela va de soi. Se ressemblant, moralement parlant, comme le sont 2 gouttes d'eau, physiquement parlant. Elles faisaient les 400 coups ensemble, cela s'entend et se comprend, évidemment. Les choses se gâtèrent lorsque l'une d'elles, celle qui était mariée, décida que le moment était venu de quitter son mari sans coup férir, pour camoufler son projet, prémédité de longue date. Projet venu à maturité, après une période qui était minutieusement élaborée, projet qui consistait à se libérer tôt ou tard, en quittant ou en plaquant son homme. Elle accusait sa meilleure amie, qui était célibataire, d'être une voleuse de mari. Encaissant cela très mal, se sentant injustement accusée à tort et, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, ne voulant pas passer pour une chèvre ou plutôt un bouc émissaire, la célibataire décida de s'innocenter en adressant à la mariée une lettre très épicée, très salée et très amère à la fois, voire très pimentée, dans laquelle elle déballe à souhait la vie scandaleuse et vicieuse de celle qu'elle appelle encore ma meilleure amie.
Pour mémoire, la dite lettre qui est annexée au présent livre fait partie de mon livre intitulé « À bâton rompu ». Le 13e texte de ce livre que je vous présente aujourd'hui est donc la réponse de la mariée à la célibataire. C'est la réponse du berger à la bergère pour bien comprendre le degré de l'amitié des deux copines. Pour bien comprendre le sujet, il serait nécessaire de lire les deux correspondances l'une après l'autre. Vous constaterez que les deux copines ne se privent pas. Elles ne se ménagent pas pour se donner à cœur joie de plaisir, de se traiter, de s'attribuer réciproquement des noms d'oiseaux les plus lugubres, des noms d'oiseaux de très mauvais augure. L'homme qui, entre-temps, était devenu l'amant de la célibataire, après son divorce prononcé au tort exclusif de son épouse, prend au passage à la figurer pour son compte des coups terribles qui le flagellent. Si certains affirment que le monsieur mérite bien ce qui lui arrive, ils ont raison, car quelle mouche pique toujours le pauvre homme pour se retrouver constamment dans une galère où il ne rencontre dans sa vie que des femmes fatales à la cuisse légère. D'aucuns, le comprenant, compatissent en disant: le pauvre bougre, pourquoi la mouche appelée Vénus le pique toujours à son insu? En lisant les deux lettres, non pas au premier, mais plutôt au troisième degré, sans mettre les noms des personnes connues ni du lecteur, ni de l'auteur, on préservera l'universalité des sentiments humains décrits dans les deux correspondances. Bon anniversaire papa, joyeux anniversaire pépé. Ce texte qui est le 14e de ce livre peut porter à confusion à bien des égards. En effet, ce texte serait-il sorti du cerveau de la progéniture de son auteur, ou serait-il plutôt le pur produit, le fruit de l'imagination de celui qui l'a écrit et qui le fait ainsi habituellement pour enjoliver ses ouvrages? Ne cherchons pas à savoir qui de la poule et de l'œuf découle de l'autre. N'enfermons pas ce texte dans un prisme déformant qui empêcherait de reconnaître le fantasme qui est en réalité son soubassement. Dépassons ou enjambons la subjectivité qui peut se comprendre pour fantasmer ensemble un instant tout en reconnaissant l'originalité du texte. Quant aux textes 15 et 16 annexés au livre, mesdames, messieurs, ils sont des supports nécessaires qu'il convient de lire sans trop fantasmer ou, en fantasmant beaucoup, c'est selon, pour comprendre les textes 7 et 8 de ce livre que je viens de vous présenter, sans tenir compte de ce qui se fait habituellement dans la littérature. Ceci a dû vous ennuyer énormément. C'est pourquoi je m'en excuse sincèrement. Mais, que voulez-vous? Ici comme en écrivant, j'ai voulu rester dans mon naufrague, en me cramponnant à ma marginalité, en m'en tenant à mon originalité, en me référant à ma fantaisie, le tout caractérisant ma personnalité que je revendique et assume en littérature. Mesdames, messieurs, avant de terminer, car il va falloir le faire pour ne pas continuer à vous endormir avec mes éducations, avec mes fantasmes, avec ma fantaisie, permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous dire merci. Oui, je vous dis merci de m'avoir accordé un peu de votre temps pendant lequel nous avons navigué ensemble sans avoir senti les roulis, les tangages, voire les trous d'air dans mon naufrage qui est une embarcation, un véhicule, un moyen qui me permet de voyager partout pour communiquer avec le monde par la littérature. Tant pis si entre-temps nous nous sommes endormis un peu, car cela nous a permis de nous assoupir pour fantasmer ensemble un instant, au point où, comme Henri Salvador le faisait, nous avons beaucoup ri, même si nous ne l'avons pas fait en riant aux éclats, l'ayant plutôt fait en notre fort intérieur pour empêcher le ciel de tomber, en oubliant un instant de penser aux tyrans qui gouvernent mal le monde et qui croient qu'ils ont le droit de faire du tort à l'humanité parce qu'ils ont eu une occasion fortuite et douteuse de diriger temporairement les nations. De toute façon, comme tout ce que je viens de débiter n'est que foutaise, je ne pense pas qu'il serait sérieux de me poser des questions dites utiles, car je pourrais ou ne pas répondre par fantaisie.